C'est une personnalité du monde politique qui tente de faire bouger la société. Et pour cela, il interpelle Brigitte Macron dans un livre qui vient de sortir. Jean-Luc Romero-Michel veut que la première dame de France fasse bouger les lignes sur la fin de vie pour que nous puissions choisir de mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero sera en direct sur ce plateau. Jean-Luc Romero-Michel nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre livre s'appelle Lettre ouverte à Brigitte Macron. C'est chez Michalon et Geneviève de Fontenay est là. Et je crois que c'est votre première rencontre, les yeux dans les yeux. Donc voilà, elle reste avec nous parce que... Merci Jean-Marc d'avoir permis cette rencontre. Je vous en prie. Cette lettre ouverte à Brigitte Macron, d'abord, pourquoi Brigitte Macron? Vous avez expliqué dans des interviews que vous aviez des liens avec elle, mais on se dit, c'est à Emmanuel Macron qu'il faut s'adresser pour faire bouger les choses. Vous savez, je m'étais adressé à François Hollande, ça n'avait pas servi à grand-chose. Et j'ai pris cet autre angle parce que tout simplement, depuis la campagne des présidentielles, dans les réunions que je fais sur le droit de mourir dans la dignité, les gens me disaient, comme ils étaient déçus par les politiques, ils me disaient, pourquoi vous n'en parlez pas à Brigitte? Et puis après, j'ai vu quand même qu'on lui a donné un statut. Et dans son statut, elle a les relations avec la société civile, notamment dans le domaine de la santé, sur les questions notamment des plus défavorisés, des gens qui sont dans la difficulté. Donc ça entrait tout à fait dedans. Et puis, vous savez, sur les questions de société, c'est souvent les femmes qui font avancer les choses. Comme j'allais pas m'adresser à la ministre de la Santé, qui n'a même pas respecté le débat citoyen qu'on vient d'avoir, puisqu'on avait un débat citoyen qui s'est arrêté hier soir. Où on écoutait les Français, notamment sur la question de la fin de vie. La ministre, toutes les semaines, faisait des interviews pour nous dire à quel point elle ne voulait pas changer la loi. Je me dis, c'est pas la peine de dépenser des millions pour ça. Donc, j'allais pas m'adresser à elle. Donc, en plus, comme Brigitte Macron est une femme qui n'est pas très conventionnelle, je dis que peut-être elle pouvait entendre cette supplique et que dans tout le courrier qu'elle doit recevoir, elle doit forcément avoir des gens qui doivent lui rappeler à quel point, et je commence d'ailleurs par ça dans le livre, on meurt mal dans notre pays. Faire un SMS à Emmanuel Macron. Voilà. Très bien, bonne idée. Le débat sur la fin de vie, vous l'avez eu, vous nous dites ça s'est arrêté hier soir. Que vous disent les Français? Ils vous disent quoi, au fond? D'abord, je n'ai jamais vu autant de mobilisation. Vous savez que je suis très engagé dans la lutte contre le sida, pour l'égalité. Malheureusement, le sida, ça n'intéresse plus personne. Par exemple, je fais des réunions, il n'y a personne, alors qu'il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH. Sur la fin de vie, les salles sont pleines. Et pas parce qu'ils ont envie de venir m'écouter, mais parce qu'ils ont envie de parler. Ils ont envie de parler de ce qu'ils ont vécu et des peurs que certains ont quand ils sont très malades, parce qu'on le sait. C'est toutes les études, et c'est pas parce que je suis un militant que je le dis, mais toutes les études qui ont été faites objectives sur la fin de vie en France nous disent qu'on est un des pays où on meurt le plus mal en Europe. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent en 2 phrases ce que vous demandez? C'est quoi mourir dans la dignité? C'est quoi pour vous? Moi, ce que je demande d'abord, c'est qu'il y ait l'accès universel aux soins palliatifs. On en parle sans arrêt, les politiques en ont beaucoup parlé. À peine 25% des gens qui en ont besoin peuvent entrer dans une unité de soins palliatifs. Si vous habitez en Guyane, il n'y a même pas une unité de soins palliatifs. Si vous êtes à Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'y a même pas un lit. Une inégalité totale. Les soins palliatifs, ça vous aide à mourir finalement avec le moins de souffrance possible. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Il y a des situations où des douleurs qu'on ne peut pas soulager, ou des gens qui ne veulent pas d'une sédation terminale. Vous savez, en France, on peut vous endormir, on ne vous réveille jamais. Si vous êtes très malade ou très très vieux, vous allez mourir en quelques heures. Par contre, si vous êtes jeune, ça peut durer des semaines. Et il y a des gens qui ne veulent pas de ça, parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas des souffrances, il n'y a pas de preuves qui prouvent qu'on ne souffre pas. En tout cas, on voit des gens qui ont des escarres, qui s'étouffent, etc. Ça ne donne pas quand même une image de sérénité. Et donc, il faut les soins palliatifs pour tous. Et là, il faut mettre l'argent, tout simplement. Et il faut, de l'autre côté, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, comme le font les pays autour de nous. Ça, c'est important de dire ces mots-là, parce que c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup. Le suicide assisté, voilà, c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui fait peur aussi. Parce qu'on peut se dire que des gens, parfois, peut-être un jour, enfin, ils ne pourront pas regretter, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, peut-être, on se dit, est-ce qu'ils ont fait le bon choix à ce moment-là? Mais aujourd'hui, déjà dans la loi, vous le pouvez, puisque dans la sédation terminale qui existe, on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. Donc le débat, il est clos de cette manière-là. On vous oppose beaucoup, Jean Leonetti. Vous lui en mettez plein la gueule quand même dans votre livre. Non, parce que je pense vous dites qui est ce Jean Leonetti, militant anti-euthanasie, il est contre la création d'un statut de beaux-parents, contre le mariage pour tous, contre la PMA pour les femmes célibataires. Voilà, en gros, vous dites il n'est pas de notre temps. Non, je dis il est conservateur, il a le droit de l'être d'ailleurs. Mais voilà. Moi, je suis contre la PMA en tous les cas. Il est contre, je veux dire, il est pour une conception des choses qui n'est pas la mienne et qui est souvent très religieuse. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupait la dernière fois des lois bioéthiques. Et d'ailleurs, un certain nombre de professeurs de médecine à l'époque avaient dit on accepte tous les amendements de l'Église sur cette question-là. Donc, c'est son point de vue. Mais est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on n'entende pas les Français? Parce que si M. Leonetti veut mourir le plus tard possible, il doit être respecté. Moi, je me bats pour qu'il soit respecté. Mais il faut quand même entendre que dans notre pays, il y a des gens, à un moment, ils n'en peuvent plus. Et on est quand même dans une république laïque. Et qu'est-ce qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance? Oui, vous dites d'ailleurs les soignants. Vous dites quelque chose d'important. Vous dites les soignants sont trop souvent formés à maintenir la vie à tout prix, n'importe quel prix.
Bien sûr. Et notamment les jeunes. Ça fait 10 ans qu'il est là, on n'en parle que de ça. Ça fait 10 ans là qu'il est. Mais vous, par exemple, Geneviève, est-ce que vous êtes pour le suicide assisté ? C'est-à-dire pour décider, c'est une forme, oui, pour décider le moment où vous allez mourir. C'est-à-dire que le nom, c'est suicide qui est dur. C'est dur. C'est peut-être ça, on ne devrait peut-être pas mettre ce mot-là, mais c'est vrai qu'il faut maintenant, on a tout ce qu'il faut pour atténuer les souffrances. Mais atténuer les souffrances, c'est pas mourir, c'est deux choses différentes, justement. Atténuer les souffrances jusqu'au dernier souffle, quoi. Tout doucement, mais voilà, pour arriver quand même à libérer la personne de la souffrance. Oui, mais la souffrance et les soins palliatifs, c'est ce qui existe aujourd'hui. Oui, en fait, ce que dit Jean-Luc Romero... Seuls les médecins sont capables de dire qu'il n'y a pas d'issue, il est condamné, quoi, voilà. Mais voilà, quand on est justement condamné, on doit avoir le choix de pouvoir partir. Voilà. Parce que le choix de mourir à ce moment-là. Voilà, c'est un choix qu'on a qui n'enlève rien à personne. Vous savez, cette loi-là, elle n'oblige personne, elle n'impose rien. Et elle n'impose rien aux médecins, puisque dans la loi que nous souhaitons, comme les pays l'ont fait, il y a une liberté de conscience. Donc que les médecins ne s'inquiètent pas, ils ne seront jamais forcés. Mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer pour surtout des raisons religieuses, parce que je ne vois pas ce qui empêche aujourd'hui qu'on ait cette loi, qui en plus est attendue par les Français. Vous savez, quand même, tous les sondages qui ont été faits depuis 20 ans nous disent que presque 9 Français sur 10 sont favorables. D'ailleurs, même la Croix a eu l'honnêteté de publier il y a peu de temps un sondage qui nous dit que 11% des Français seulement sont satisfaits de la législation actuelle et 89% des Français veulent l'euthanasie et le suicide assisté, ou l'un ou l'autre. Voilà, on est en plus aujourd'hui dans une unanimité autour de cette question-là, parce que tous les gens ne veulent pas être euthanasiés, mais ils veulent avoir le choix. Parce qu'ils savent qu'il y a certaines souffrances. Ce sera 3 ou 4% des Français. Mais ces 3-4% des Français, ça peut être vous. Ça peut être vous, Madame Fontenay, ça peut être moi. Et puis si on n'est pas conscient que ce soit la proche famille qui décide. Ah, c'est plus compliqué, en fait. La proche famille, mais il faut bien que quelqu'un décide. Oui, mais ça impose beaucoup de choses. La proche famille, c'est toujours un débat qui peut être un débat juridique, comme on le voit pour Vincent Lambert. Non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut écrire ces directives anticipées et choisir des personnes de confiance. Comme ça, on résout le problème, parce que sinon, aujourd'hui, qui c'est qui décide? C'est le médecin, au final. Et souvent, des médecins qui ne vous connaissent même pas. Et il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette loi. Celui qui décide au final, c'est le médecin. Vous savez que 52% des certificats de décès sont faits aux urgences. Donc des médecins qui ne vous ont jamais vu. Donc qui décident en fonction sûrement de leurs convictions. Ils veulent sûrement bien faire. Mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas plus normal qu'ils décident en fonction de vos convictions? Il n'existe même pas un fichier national des directives anticipées. Enfin si, l'ADMD en a fait un. Mais nous sommes malheureusement, il n'est pas reconnu. C'est une association privée. Et qui est ouverte d'ailleurs à tout le monde. L'État ne l'a même pas fait. Comment voulez-vous, vous arrivez aux urgences, ils ne peuvent même pas taper sur un ordinateur pour savoir quelles sont vos convictions. Ils n'ont même pas voulu le mettre sur notre carte vitale. Donc vous voyez qu'il y a, dans ce domaine-là, on a beaucoup parlé de la fin de vie depuis 13 ans, parce qu'il y a des affaires sans arrêt. Et puis en fait, on n'a jamais pris les bonnes mesures. Et puis surtout, on n'a pas mis la seule personne qui doit être mise au centre de la décision, celle qui meurt. Est-ce que ça sert d'écrire ces directives? Moi, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est connu. Il m'en a parlé ouvertement, donc c'est pour ça que je le dis. François de Closet, le journaliste, par exemple, m'a montré, il a toujours sur lui un petit papier avec les directives dans le cas où il arrive quelque chose. Est-ce que ça sert de faire ça? Est-ce que les médecins sont obligés de le respecter? Alors, ils sont pas... On nous dit que oui, mais dans la réalité, non, parce qu'ils estiment qu'elles sont manifestement inappropriées, ce qui ne veut rien dire en droit. Mais moi, j'ai la faiblesse de penser que la plupart des médecins, et notamment des jeunes médecins, pas ceux qui, depuis toujours, nous disent qu'ils ont raison, ont plutôt tendance à vouloir vous écouter. Donc, bien sûr qu'il vaut mieux les garder sur soi. Moi, mais ils sont pas obligés. Alors, ils ne sont pas obligés, si à l'urgence vitale, quand je vous dis vous arrivez aux urgences des hôpitaux, en plus ils ne savent même pas ce que vous pensez, parce que de toute façon ils ne les ont pas, ces directives anticipées. Et puis il y a, s'ils estiment qu'elles sont manifestement inappropriées. Donc elles ne sont pas totalement opposables, et c'est ça le problème. Mais je vous le dis, moi je pense vraiment que la majorité des médecins, ils ont envie de nous écouter. Et c'est pour ça qu'il faut les écrire. Et quand vous êtes en bonne santé, il ne faut pas attendre d'être malade pour le faire. Je sais que ça peut paraître, quand on est jeune, ou etc., ou quand on est en pleine forme, on se dit il ne faut pas le faire. Bah si, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je peux sortir de votre émission, me faire écraser. Si j'ai pas écrit les directives le matin, on ne sait pas dans quel état. Est-ce que c'est un combat qui vous intéresse? Vous aimeriez rejoindre ce combat? Mais bien sûr, c'est un combat qui est intéressant et qu'il faut continuer. Je comprends très bien, M. Romero, et j'espère qu'on arrivera quand même à avoir des ministres de la santé qui soient efficaces. En tout cas, le livre s'appelle Lettre ouverte à Brigitte Macron, ma mort m'appartient, chez Michalon. Jean-Luc Romero Michel, lisez-le si vous avez envie de bien comprendre ce combat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Geneviève.